Calmons-nous. D'ici quelques instants, vous allez avoir l'immense honneur de voir cette conférence avec nos comédiens de doublage qui sont là. Comédiens de doublage que vous connaissez tous réellement. Vous les avez entendus dans tous les Avengers. Vous les avez entendus dans Spider-Man. Ils sont la voix. Regardez, voilà, on les voit. Ils sont la voix de Robert Downey Jr., de Chris Evans, de Tom Holland. Réellement un beau trio, j'ai envie de vous dire. Et on va... Qu'est-ce qui se passe? Pas Tom Holland, excusez-moi, non. Donc on a Damien Whittaker, on a Alexandre G. Je sais pas pourquoi j'ai dit Tom Holland en plus. N'importe... Oui, non, mais n'importe quoi. Eh bien, Damien, mais attends. Non, mais non, pas encore. Alors attention, on va le faire venir. Vous ne l'avez pas vu. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir comme il se doit, s'il vous plaît? Attention, sous un tonnerre d'applaudissements, nous allons commencer avec Damien Whittaker, s'il vous plaît, applaudissez-le comme il se doit. C'est bon, Damien, tu peux venir. Oui, non, Tony McGuire, excusez-moi, tout à l'heure, je fais l'amalgame, et pas du tout. Il est là, Damien. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Damien, vraiment. Merci, je suis très content d'être avec vous. Je suis un peu déçu, je pensais que tu allais arriver comme ça, double flip, salto arrière, mais je comprends totalement. Il ne faut pas du tout qu'on sache que tu es Spider-Man dans la vraie vie. Attention. Messieurs, dames, il n'est pas seul. Avec lui, vous pouvez les applaudir aussi comme il se doit. Bernard Gabet, Alexandre Gillet. Oh là 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 là. Je vais me mettre ici. Normalement, tu as un micro, il me semble. Un micro, Alexandre, non, tu n'as pas de micro? Est-ce qu'il nous manque un micro? Est-ce qu'on a un micro supplémentaire? C'est moi? Il est là? On le partagera sinon. Non, il n'y a que 2 micros, il me semble. Je vais te donner le mien. Dans les coulisses. Dans les coulisses? Mais c'est celui que j'ai pris, il me semble. Alors, je vais voir un petit peu gros. Bien, ça fait rien, je vais passer mon micro, t'inquiète pas, on va se le partager. Ok? Allez. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous sur cette scène de Paris Manga. C'est un plaisir de vous recevoir, vraiment. On a la chance d'avoir un trio de comédiens exceptionnels, je vous le dis. Vous avez tous été bercés, je pense, par leur voix. Oula, on a une petite musique là comme ça. Ouh. On peut enlever la musique s'il vous plaît, merci beaucoup. Et c'est un plaisir, vraiment, c'est un honneur de vous recevoir. Peut-être pour certains, je ne suis pas sûr, vous avoir déjà rencontré sur une scène d'une conférence. On pensait tout à l'heure, Alexandre, vous disiez, est-ce qu'on s'est déjà vu? Je ne sais plus, je suis perdu. Mais en tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous avoir ici sur cette scène de Paris Manga. On va se focus, c'est une conférence doublage Avenger. On va se focus un petit peu justement sur les personnages, sur ces comédiens que l'on connaît tous, qui ont incarné des super-héros. Et ensuite, il y a une petite surprise. On va se focus sur la conférence pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, pendant 25 minutes, il va y avoir des bandes rythmo. Et nos comédiens vont jouer ces bandes rythmo. Mais attention, ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir venir sur scène aussi pour pouvoir jouer ces bandes rythmo avec eux. Voilà. Ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes chaud Paris Manga? Je n'en attendais pas moins de vous, réellement. Nous avons encore une fois, messieurs, on a un petit micro. Ça veut dire que les gens vont pouvoir venir directement plus proche de vous pour vous poser des questions s'ils le veulent. On va rester sur cette thématique justement d'Avengers, des super-héros. Donc si vous avez des questions pour nos comédiens sur cette thématique-là, je le précise, vous n'hésitez surtout pas à vous mettre et vous installer à ce micro, on se fera un plaisir d'y répondre. Bon, eh bien, on va ouvrir les hostilités un petit peu. On va ouvrir les hostilités. Bernard, Damien, Alexandre. Moi, on va faire un petit tour de table et je voudrais savoir un petit peu votre ressenti sur l'engouement un petit peu des gens autour des super-héros et qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on a incarné peut-être une sommité de la pop culture en tant que comédien. Tu veux commencer, Bernard ou... Moi, je suis très heureux parce que moi, j'ai baigné dans cet univers quand j'étais enfant.
Ça n'existait pas pour l'instant. Il y avait un petit Spider-Man un peu ringard qui passait à la télé. Mais c'était vraiment, voilà, moi je suis un enfant des années 70 et vers 8-9 ans j'ai baigné là-dedans très longtemps. D'ailleurs c'est drôle parce que quand j'étais petit, je me souviens très bien que je voulais être super-héros plus tard. Et quelque part le fait d'être comédien, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que j'ai une vie cachée et puis j'ai une vie publique. Voilà. Pour parler de l'univers Marvel, moi je suis étonné que c'est mis autant de temps et d'années pour arriver sur nos écrans. Après, je trouve que ce qui est logique, c'est que les effets spéciaux n'étaient pas non plus il y a 30 ans à la hauteur de ce qu'on fait maintenant. Mais je suis très heureux et par contre je pensais pas que ça ferait un tel carton, quoi. C'était, voilà, les Avengers et compagnie, c'est quand même une grosse claque visuelle. Et avant que l'univers Marvel s'impose, ben, je pense que les premiers Spider-Man ont servi un peu d'éclaireur. Ça a été un tel succès mondial que ça a permis aussi au studio de se dire, ben, là on voit ce que les gens désirent, on sent ce que les gens désirent voir sur l'écran. Donc ils ont pris les choses au sérieux. Effectivement, je trouve que tu as raison, Damien, parce que la première trilogie de Sam Raimi, de Spider-Man, ça a été un petit peu quand même ce qui a mis le feu aux poudres, ouais. Avec ensuite les adaptations de comics. Il y en a eu d'autres, bien entendu. Il y a eu d'autres adaptations obscures dans les années 80, début 90 aussi, d'adaptations comics qui n'ont pas nécessairement fonctionné. Mais la trilogie de Sam Raimi, quand on a connu cette trilogie au cinéma, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, avec le potentiel des effets spéciaux, de l'acting, des comédiens, il y avait quelque chose qui pouvait être fait vraiment sur l'adaptation de certains comics. Donc je pense que Spider-Man est très important, réellement. Il est très important, puis c'était aussi, moi je me souviens très bien quand j'étais enfant, que je lisais mes Strange qui sortaient mensuellement. C'est vrai. Je lisais aussi d'autres trucs de Superman, Batman, les DC Comics, mais j'avais une nette préférence pour l'univers Marvel parce que pour moi, et c'est ce qui a été respecté dans la trilogie de Sam Raimi, c'est que avant d'être un super-héros, Spider-Man, Peter Parker est un être humain qui se retrouve avec des pouvoirs qu'il ne contrôle pas forcément très bien tout de suite. Et c'était cette dimension humaine qui, je pense, a fait le charme et le succès du film. Et c'est ce qu'on retrouvait un peu dans tous les Marvel. C'est pour ça que j'adorais ces livres quand j'étais petit. Alors que dans les DC Comics, on était sur les super-héros, allez, ça se castagnait, boum, on changeait de gros méchants, et puis voilà. J'avais pas cette dimension humaine. Et je pense que c'est ça qu'ils ont réussi à préserver dans la trilogie. Et c'est ça après qui a donné le succès à ce super-héros qui est tellement populaire. Merci Damien. Bernard. Alors, on peut jamais prévoir le succès d'un film. Nous, quand on arrive, on nous propose voilà, des personnages et des acteurs qu'on retrouve des fois. Ouais. Moi, le premier, c'était Iron Man. Donc quand on l'a fait, on ne savait absolument pas que ça allait faire un succès planétaire comme ça. Donc moi je retrouvais un acteur que j'adore, qui est Robert Downey Jr., que j'avais doublé déjà depuis de nombreuses années. Il faut savoir que c'est un acteur exceptionnel, qui a été un peu mis au banc des productions, etc. Et il était absolument génial, il faisait plein de films. Alors moi je le doublais déjà dans des films qui allaient souvent pour des DVD, que personne ne voyait. C'est toi qui es doublé dans Ali McBeal aussi? Oui, dans Ali McBeal, mais même avant, dans plein d'autres films absolument formidables. Mais comme il n'était pas dans ce qu'on appelle les blockbusters, c'était des magnifiques films qu'on était très heureux de faire en VF, mais qui n'avaient pas une grande audience. Arrive tout à coup 20 ans après Iron Man, et là, on n'imagine pas jamais un succès pareil. On voit cet acteur absolument génial dans ce rôle, dans cette production, ça. Et après arrive Avengers, pareil, en tout cas pour moi, on n'imaginait pas une seconde que ça allait faire un carton planétaire comme ça. Il y a, pour moi, ce que je trouve assez fort, c'est que tous ces personnages, ils ont eu un relan d'intérêt pendant, au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand aux États-Unis, on a voulu faire arriver ces personnages aussi contre le fascisme, contre le nazisme. Donc on a activé en fait la motivation américaine qui n'était pas très très grande pour aller faire la guerre et sauver les Européens. Et ça a contribué à ça. Donc ça c'est ce que le travail sur l'opinion, sur le travail
sur les idées pacifistes. Voilà, quand même, c'était pas rien. Et aller combattre les méchants, en l'occurrence, ça c'était assez clair à l'époque. Donc ils reviennent, en fait là ils reviennent avec l'époque et tout, et ça, les parents, les grands-parents accompagnent aussi les enfants qui ont découvert, les petits-enfants qui ont découvert toute cette génération. Et c'est assez incroyable de voir que ça s'est décliné, comme ça que tout le monde suivait tous ces personnages et tous ensemble aussi, cette histoire d'Avengers d'en faire une famille, c'est super idée de scénario qui a été une intuition miraculeuse quand même. En plus, ce qui est fort, Bernard, c'est que tu as amorcé tout l'univers Marvel en tant que premier héros, première adaptation, vraiment, des films Marvel, puisque Iron Man est le premier film sorti. C'est-à-dire que Robert Downey Jr., ça a été vraiment, je ne parle pas de la trilogie, bien entendu, de Sam Raimi, qui n'était pas encore inclus, qui n'est pas encore, on en parlera d'ici quelques instants, inclus justement dans ce multiverse Marvel et autres. Iron Man, c'est vraiment le premier film qui a lancé tous les autres films Marvel. Donc c'était, on connaissait, tu disais, on connaissait Robert Downey Jr., mais on ne le connaissait pas en tant que Tony Stark. On ne savait pas du tout comment il allait le jouer, comment ça allait se passer, et c'est le succès total. C'est vraiment ce qui a mis, je disais tout à l'heure, ce qui a mis le feu aux poudres à tout l'univers Marvel. Et ce qui est dingue, c'est que ce jeu, c'est, bien entendu, on connaît Robert Downey Jr. en VO, mais nous, la VF, elle a eu un impact énorme. Moi, je vous le dis réellement, je pense que les gens aussi sont totalement d'accord avec nous. Pour moi, vous avez eu un impact énorme sur la pop culture en France. C'est quelque chose de très important, la VF est très importante. Et quand on voit, c'est dingue, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui lisent des comics et qui, dans leur tête, on le revoit justement par rapport à ces personnages. C'est pour vous dire l'importance que vous avez eue par rapport à ces personnages. En tout cas, merci Bernard, merci Damien, et on va passer justement à Alexandre. Bonsoir à tous, bonjour à tous, déjà dans mon lit. Moi je suis un peu comme Damien, c'est que Strange, c'est des choses que je lisais gamin, mais l'univers m'était un peu sorti de la tête avec l'âge, et je suis en fait venu un peu par la cuisse gauche, si je puis dire, dans cet univers, puisque le premier Captain America, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Maël Davansoulas. Et comme il est parti après au Canada s'exiler, il nous a fui, il nous a quittés là-bas. J'ai refait un casting pour le deuxième Captain America. C'est comme ça que j'ai retrouvé cet univers que j'avais quitté bien longtemps, depuis bien longtemps. Et par rapport à ce que vous disiez, le fait qu'on soit des symboles entre guillemets de la culture, c'est quelque chose qu'on a quand même du mal nous à concevoir. Mais bien sûr, mais on se comprend totalement. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on m'en parle. Et la première fois qu'on m'a dit, mais est-ce que Alexandre, tu te rends compte que tu es un des symboles de la pop culture? Et je dis, mais de qui il parle? De moi, de Chris Evans? Non, moi je suis comédien, je fais mon petit boulot avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Mais effectivement, je n'avais pas mesuré l'impact extrêmement puissant de notre travail de voix, entre guillemets, qui est un travail d'acteur, bien évidemment, mais de l'impact de la voix chez les gens, qui est peut-être presque plus fort que l'impact de l'image. Et ça, je ne l'avais pas mesuré. Je savais que ce genre de film était vu à 95% en VF, ça c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, comme Le Seigneur des Anneaux, enfin tous ces films très populaires, familiaux, sont vus à 95% en VF. Tu sais que Alexandre, de suite, je ne sais pas si tu étais là cette édition, j'ai eu la chance d'avoir Elijah Wood ici à Paris Manga il y a 2 ans. D'accord. C'est moi qui l'avais fait la conférence d'Elijah Wood, un mec qui était gentil, très sympathique. C'est le seul que j'ai rencontré. D'accord. C'est le seul que j'ai rencontré une soirée il y a 20 ans pour la sortie des Seigneurs des Anneaux. Mais pour moi, c'était eux les stars. Et c'est eux les stars. Enfin, ça a toujours été dans mon esprit, quoi. Mais que tout d'un coup, depuis peu, on fait ces conventions et on voit c'est plus qu'un engouement, c'est une sensibilité très profonde de vous, le public, qui nous écoutez et qui nous, pas nous confondez, mais en tout cas, il y a un lien extrêmement fort qui se tisse entre ce que nous faisons, modestement, mais avec beaucoup de passion et de rigueur, beaucoup,
Et le fait qu'on s'aperçoive que ça passe, que nos émotions qu'on essaye de retranscrire passent et vous marquent à ce point, très sincèrement, c'est extrêmement touchant. Et ça nous enfin moi ça m'encourage, et je pense sûr mes camarades c'est la même chose, ça nous encourage. Moi je sais que j'ai toujours une grande conscience professionnelle, mais depuis un certain temps, quand je suis sur des projets, enfin je pense peut-être un peu plus aux gens qui vont nous écouter. Et parce que je ne mesurais pas le pouvoir de la voix. Vous savez, je pense qu'en France, depuis des années, c'est-à-dire vraiment plus de 30 ans, plus de 40 ans même, on a une culture de la VF. On a eu des comédiens talentueux, des comédiens de théâtre et autres, comme vous d'ailleurs, qui ont posé leur voix sur des grands films que l'on connaît tous. Des films que, moi j'ai tendance à dire, pour ma part, je ne pourrais même plus voir en VO, même si les comédiens qui les interprètent en américain ou en anglais sont ultra talentueux. Pour moi, c'est la voix qui fait tout. Je prends des exemples concrets, je parle des Star Wars, des Retours vers le futur et autres. C'est des films que je pourrais peut-être voir en VO, mais je n'aurais pas le ressenti que j'ai en les voyant, en les écoutant en VF. Et c'est pour ça que c'est, comme tu disais, il ne faut pas oublier la force de la voix en VF. Réellement, c'est une culture qu'on a chez nous. On a des comédiens exceptionnels qui savent donner vie à ces personnages, à ces comédiens. Pas donner vie, qui savent interpréter, vraiment réadapter, je dirais incarner, voilà. Ces comédiens américains et qui le font brillamment. Ce serait dommage quand même de s'en passer. Et tu sais pourquoi je pense qu'aussi c'est générationnel. C'est-à-dire que nous, dans les années 80-90, on n'avait pas nécessairement les réseaux. On voyait très peu de films en VO. C'était moins facile de pouvoir les voir en VO. De ce fait, les Français écoutaient beaucoup ces films en VF et avaient cette habitude de la VF. C'est vrai que depuis 2000, on va dire, on a plus, avec les plateformes de streaming et autres, on a plus de facilité à voir les films en VO, donc on a le choix de pouvoir les écouter, de découvrir les voix de ces comédiens américains, alors qu'on ne les connaissait qu'en VF. Mais pour moi, ça ne change rien. On a toujours ces comédiens français qui les interprètent, qui les incarnent et qui le font parfaitement bien. Et si, je t'avouerais, si j'avais un choix à faire, moi, le choix, il est de les écouter en VF. Déjà parce que j'aime nos comédiens et parce que je trouve qu'ils le font tellement bien. Donc autant leur laisser ce plaisir, j'ai envie de dire. Donc voilà, merci en tout cas, messieurs, d'être avec nous. Alors, parce qu'on parle, mais aussi tout à l'heure quand même les bandes rythmo quand même. Et question, est-ce qu'il y a des questions pour nos comédiens, s'il vous plaît? Oui, monsieur, venez. Il est là, regarde. Il est juste là, mon copain. Bonjour. Bonjour, j'ai une petite question. Quand vous avez fait la voix de Tony Stark au début, vous étiez un peu stressé? Vous aviez un peu peur de ce que ça allait donner ou vous étiez content? Alors j'étais content. D'accord. Parce que, comme je vous disais, c'est un acteur que j'admire, que j'adore. Moi, je ne pensais pas que c'était un monument de succès comme ça allait devenir. Donc c'était un film parmi d'autres. Moi, je le doublais déjà depuis 20 ans. Depuis le siècle dernier. Donc il y en a plein qui n'étaient pas nés quand je le doublais déjà dans plein de films. J'adorais ce qu'il était. Et là, je le retrouvais dans un film où j'essayais de faire de mon mieux. Je peux pas dire que j'avais le trac parce que je le connais, que j'ai une rencontre avec cet acteur où j'aime vraiment, c'est beaucoup de travail parce que on se rend compte que tout ce qu'il fait, il y a plein de choses contradictoires, il a l'air complètement dégagé et à la fois il y a une intensité très grande, il faut constamment doser son énergie pour trouver cet alliage incroyable qu'il a. Et puis on travaille. Ce qui est parfois difficile, c'est que pour éviter le piratage, comme c'est un film très attendu, on a des copies qui sont en noir et blanc, qui sont rayées de toutes parts, où on ne voit pas l'écran. Donc ça, c'est difficile dans le sens où il faut imaginer plein de choses et on n'a pas l'image que vous voyez vous. Et ça demande beaucoup de travail. Et des fois, il y a sur le texte. Sur Iron Man, c'était pas terrible, le travail du traducteur, enfin adaptateur. Des fois, il y en a qui sont géniaux. Sur Sherlock Holmes, par exemple, c'est génial. Sur la première version d'Iron Man, on a beaucoup travaillé le dialogue. Donc ça,
pour essayer, comme moi je le connaissais, je connaissais son style, on a retravaillé, on a apporté, là pour le coup je faisais ce qu'on apporte, c'est aussi essayer de le rendre plus fluide, plus français même parfois, dans l'esprit du personnage, et c'est, voilà, on se donne à fond pour que ce soit à la hauteur de ce qu'on voit, quoi. Merci beaucoup, Tony. Bernard aussi à l'occasion. Alors, merci à toi. Moi, j'ai une question un petit peu pour tous les trois. Alors, déjà, première question pour toi, Bernard. Tu veux bien, parce que c'est des questions qui sont... J'ai envie de vous poser. Bernard, quand on a incarné Robert Downey Jr., Tony Stark pendant plusieurs films, qu'est-ce que ça fait de le voir mourir? À un moment, il faut mourir, hein, de toute façon. Ouais. Le personnage en lui-même, j'ai envie de te dire, t'as un affect quand même. C'était pas trop dur quand même de l'abandonner. Bon, alors, pour tout vous dire, on m'avait prévenu. Ok. Donc voilà, Ouais. j'étais au courant, j'avais préparé mon deuil et tout ça. D'accord. Bon, je l'adore, mais il faut quand même vous dire que dans la vie d'un acteur, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup d'univers, etc. Là, je sais pas, ça a dû faire peut-être 15 ans, je sais pas, mais c'était tout le temps les films. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on peut avoir envie de passer, On peut passer à autre chose. parce que ce registre, il le connaissait par cœur, il l'incarnait brillamment, mais il y a un moment, un acteur pareil qui a fait des choses tellement démentes, mais tellement dingues, que voilà, je pense que à un moment, on peut mourir, ça lui permet de passer Ok. quelque chose, Oppenheimer, et je précise, Le Sympathisant. C'est une mini-série extraordinaire, voilà, de Park Chan-wook, qu'il a réalisé d'après un grand roman d'un Vietnamien, voilà, Viet Thanh Nguyen, et là, il est génial. Alors, Il faut absolument voir ça. c'est très bien ce que tu me dis, Bernard. Mais maintenant, je vais rebondir sur ce que tu dis. Parce qu'il y a quelques semaines, on a appris que Robert Downey Jr. revenait dans l'univers Marvel, puisqu'il allait faire Fatalis. Donc, je sais pas, t'es au courant ou pas de cette histoire? Alors, je vais mettre les choses au clair, je ne suis au courant de rien. Ok. C'est des gens qui me disent « Ah, mais alors tu vas faire tel truc et tu vas faire... Alors, je te demande pas du tout si tu vas le faire. Non. Je dis simplement si t'étais au courant. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si je vais le faire. Non, mais- non, et dans tout le cas, même si tu le ferais, tu ne le dirais pas. Donc je te poserai pas cette question, il n'y a pas de souci. Mais, T'inquiète pas. en tout cas, il y a plein de gens qui sont beaucoup plus au courant que moi et qui disent ah mais attends il a fait ça, il a tourné là-dedans. C'est très bien, je m'en réjouis, mais Il n'a pas encore tourné, hein, donc pour l'instant il n'y a rien, il me semble. voilà, Mais il va. apprendre, mais voilà, je suis pas, Ok, très bien. au taquet pour toutes les infos. On va surveiller tout ça. On va surveiller tout ça. Damien, toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand justement tu as intégré le multivers Marvel avec Le dernier épisode, Spider-Man, l'épisode de No Way Home. ça a été une grosse surprise, mais pas uniquement pour moi, pour Donald aussi, qui fait Andrew Garfield. Parce que déjà, on a été prévenu au dernier moment. Donald l'a su avant moi, je l'ai croisé en doublage, en studio, 2 jours avant que je vienne enregistrer ma partition. Je l'ai croisé comme ça, il m'a rien dit du tout. Je fais mon truc, je vois qu'il avait déjà enregistré, je le recroise dans les couloirs, j'ai dit donc t'aurais pu quand même me dire que... Il m'a regardé avec un grand sourire. Non, c'était secret, c'était tellement secret qu'on n'avait pas le droit d'en parler entre nous. Et ça a été, bien sûr, moi quand je l'ai vu, alors en même temps, on va revenir sur ce que disait Bernard, sur les gros films comme ça, ils ont tellement peur du piratage qu'on se retrouve avec une version noir et blanc, avec des logos un peu partout, tout est flou, vous voyez rien de l'image, et le seul endroit, vous avez une petite pastille avec la tête de votre comédien, où là, vous dites, ah c'est lui. Sauf que là, sur ce film-là, ils avaient décidé aussi de flouter le visage de l'acteur. Donc je me suis dit, tiens, je me demande bien qui je vais doubler là. Bon, bien évidemment, j'avais compris, mais là, c'était un peu épineux comme situation parce qu'on n'avait même pas son visage pour se servir de ça pour le jeu. Donc, il fallait énormément écouter la VO. Moi qui ne suis pas bilingue du tout, bon voilà, en tout cas, je comprends quand même le sens et le sous-texte. Mais voilà, c'était quand même des conditions un peu particulières de doublage. Mais pour répondre à ta question, c'était un bonheur total. Et surtout, je me suis dit, je vois Tobey Maguire après, et je me dis, mais c'est drôle, 20 ans ont passé, et j'ai l'impression qu'il n'a pas pris une ride. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ouais. Il n'a pas changé, c'est fou. Il est toujours cool. Toujours cool. Ouais. Merci. Alexandre, alors toi, ça sera la dernière question avant qu'on attaque la bande rythmo, messieurs, dames. Alexandre, moi je veux parler du dernier Deadpool. Ce que tu as fait caméo.
Oui. D'accord, dans ce Deadpool. Alors ça spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Deadpool, mais tu as fait un caméo justement de Chris Evans. Alors peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, on ne dira pas le personnage. Oui. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement d'être appelé pour faire autre chose sur ce Deadpool-là, et surtout avec une scène post-générique qui est quand même c'est folle. Elle est elle va devenir mythologique. Oui, je pense qu'elle l'est déjà, à mon avis, il n'y a pas de souci. Comme Damien, j'étais absolument pas au courant quand je suis arrivé pour faire mon personnage, parce qu'évidemment, voilà, tout est discret, secret, tout ce qu'on veut. Et j'étais très surpris parce que même les premières images, je ne le voyais pas. Donc, et puis j'ai compris effectivement qui c'était. Et bah, c'était une belle surprise. Et j'avoue que la scène de fin post-générique, effectivement, c'est une scène d'anthologie. T'as dû bien t'éclater, non? Ah, faut tout lâcher là. Écoutez, je ne sais pas si vous l'avez vu le film, en tout cas, si d'autres ne l'ont pas vu, vous réfléchirez à ça, d'accord? Que c'était une scène à la fois de concours et en même temps de lâchage de tout, de tout ce qu'on a en soi. Très bien. Messieurs, on est prêt pour la bande rythmo. Ludo, est-ce qu'on est prêt à lancer les bandes rythmo? Let's go. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais être obligé de clôturer cette conférence. Messieurs, un petit peu sur l'avenir, vos projets, peut-être des planches et autres. Quels sont les prochains projets sur lesquels... Alors, je sais que je me doute que vous ne pouvez pas On ne peut pas parler des projets sur lesquels on est. Mais peut-être si vous... confidentiels. Donc, moi, là, par exemple, on peut m'entendre sur Amazon dans la communauté de l'anneau, saison 2. Voilà, où je double le personnage d'Elrond. Elrond, voilà. Et tout ce qui est en ce moment en cours, on ne peut pas en parler parce que voilà, tant que c'est pas sorti, on... Peut-être du théâtre pour certains. À ton micro. Alors, moi, je suis en tournée en ce moment avec un spectacle autour d'Albert Camus, donc immense écrivain que vous connaissez, un prix Nobel merveilleux, humaniste, etc. Une langue magnifique, avec le philosophe Raphaël Antoven, et on est en tournée en France en ce moment, voilà. Et l'autre chose aussi, je participe à un feuilleton sur Arte Radio, un feuilleton radiophonique qui est hilarant, je vous le recommande. Ça s'intitule La chute de Lapinville. C'est tout l'humour que j'adore. Ça pourrait être l'humour de Tony Stark parce que c'est complètement décapant, insolent, vraiment très très irrésistible quoi. Alors voilà, il y a ça, après il y a des livres audio, voilà, d'Edgar Morin là, que j'ai enregistré, L'année a perdu son printemps, puis plein de choses, voilà. Eh bien moi plein de projets, mais doublage, hein, et donc forcément on se tait. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci à vous. Bernard Gabé, Alexandre Gédé, Damien Witeka. Il y a une dame qui a une question quand même. Profitons-en. Allez, profitons-en, c'est la dernière. C'est the last one, ok? Let's go, c'est pour toi. Bonjour, c'est une question pour tous les trois. On se rend bien compte avec les exercices, c'est bien plus dur que ce qu'on pourrait croire. Ouais. J'ai un peu deux questions finalement, c'est combien de temps à l'avance vous avez le script? Est-ce que vous le découvrez un peu comme ça? Non, on découvre. Vous découvrez sur le moment. Ouais. Okay. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'il y a une scène qui vous a donné du fil à retordre, que vous avez dû refaire et refaire et refaire, qui était vraiment compliqué? Donc pour tous les trois. Moi je cite souvent la même, la dernière scène du Seigneur des Anneaux, où il est à la fin au Mordor, là, pour mettre son anneau dans le chaudron, quoi. J'ai eu un mal fou à la faire. Je faisais des prises et j'étais jamais dans la bonne émotion. Donc la directrice artistique, après 10 ou 12 prises, elle savait plus trop comment me travailler. Elle me dit, bon écoute Alex, c'est pas ton... On avait déjà travaillé toute la journée hein, quand même. Mais bon, j'aurais dû aller, justement, c'était la dernière scène, et puis j'y arrivais pas. Il rentre, c'est pas grave, là ça sort pas. Rentre, on verra ça demain. Je suis revenu le lendemain matin, et j'ai fait 3 prises, et c'était bon. Il fallait que ça mature, il y avait une émotion peut-être qui me gênait, je sais pas, ou peut-être que j'étais fatigué parce que c'était voilà, la fin de la journée, d'une grosse journée de boulot. Et c'est le temps que ça mature une nuit, en 3 prises c'était fait. Voilà. Moi, je peux aussi répondre à ça. On n'arrive pas en se disant, tiens, tout est facile parce qu'on a l'habitude, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Non, c'est à chaque fois un nouveau challenge. J'ai doublé dernièrement, enfin il y a maintenant 1 an et demi, Jared Leto dans un film de Ridley Scott, House of Gucci, où il fait un mec complètement timbré.
j'ai galéré pendant 1 heure. Pendant 1 heure où je savais que les prises que je faisais, je comprenais pas, je me disais, j'écoutais la VO, j'y allais derrière, je réécoutais ce que j'avais fait. Je me disais, c'est bizarre, je fais comme lui, mais ça marche pas. J'en faisais. Je me rendais bien compte, je me disais, ça va pas. Et puis 1 heure passe comme ça, je me dis, bon, il n'y a pas que moi qui vais sentir que je suis pas complètement dedans. Il faut que j'oublie tout ça. Je comprends ce qu'il joue. Allez, maintenant tu t'en empares, tu le fais à ta façon, et puis on oublie le reste. Tu as un canevas, tu as un brouillon, tu vas derrière lui, mais à un moment il faut que tu incarnes vraiment les choses au lieu d'essayer de les reproduire. Et à partir de là, ça a matché. Et on est revenu en fin de programme sur ces premières scènes où là j'ai écouté toutes les scènes sur lesquelles j'avais buté en une fois. J'ai fait un seul jet, c'était pile dedans. Voilà. Mais j'ai galéré pendant 1 heure en me disant j'arrive pas à comprendre comment. Et après, après j'ai un autre exemple aussi de scènes qui sont parfois aussi difficiles. Et là on s'y prépare. Quand j'avais vu en général les films de Leonardo DiCaprio, j'essaye de les voir, je demande à les voir avant. Vous voyez, par exemple quand on tombe sur un film comme Shutter Island, et qu'on comprend la signification du film avec la dernière scène, là on se dit, d'accord, il faut que j'ai tout le film en tête pour que à chaque fois quand vous allez revoir le film, vous compreniez l'ambiguïté de la chose, et pas faire du copier-coller. Ça marche jamais ça en doublage. Et là j'avais vu Killer of the Flower Moon, le dernier film de Scorsese, avec DiCaprio et De Niro. Et si pour ceux qui ont vu le film, à la fin, DiCaprio est en cellule, et il apprend la mort d'un de ses enfants. Et quand j'ai vu la scène, j'ai fait oh non, j'ai pas envie de jouer ça, Bon, on a commencé le doublage, j'ai juste prévenu, j'ai dit alors cette scène, on la fera, ça sera à la fin de tout ce qu'on va tout faire, et ça sera la dernière scène, ok? J'ai pas envie du tout de m'engouffrer là-dedans avant. On est arrivé, on a dû faire ça en 5 jours, à la fin du 5e jour, on me dit bon ben Damien, c'est maintenant. Ok. Je rentre dans la scène, j'avais une fois, je laisse l'émotion monter, j'avais une deuxième fois pour être calculé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas mon émotion, il faut que mon émotion je la mette au service de mon personnage. On a fait, on va pas dire que techniquement elle est difficile, elle est juste à un moment, il a un cri de douleur terrible avec une crise de larmes qui dure pendant au moins, je sais pas, j'ai l'impression que c'était interminable. Il faut rester dans l'état, on le rejoue pas ça. Donc à un moment je me suis concentré, on a fait une prise, et c'était fini, c'était la bonne. Mais par contre, je savais parce que moi je me mets pas dans une position où je joue, où j'essaie de faire comme l'acteur. Je me dis, c'est moi maintenant, je vis la chose, et donc parfois on se met aussi dans des états un peu particuliers qui vous laissent assez épuisés à la fin. Voilà. Le troisième. Alors, en fait, nous, là, nous trois, je pense que c'est pareil pour nous, on revendique le droit de ramer, le droit de galérer. On est dans une société où on nous demande toujours des résultats, on demande de l'efficacité, des chiffres, etc. En art et en jeu et en expression humaine, c'est le contraire. Donc on ne trouve pas ça comme ça, c'est pas quelque chose de quantifiable, c'est pas des marchandises, on n'est pas des produits, les films ne sont pas des produits avec un rendement qui doit être fait dans la seconde. Nous, il nous faut du temps. Et pour ça, pour aller vers l'autre, pour aller ce que construit l'autre, le personnage, l'acteur, ça ne s'invente pas, ça demande une recherche. Et on a parlé des directeurs artistiques, c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas tout seul. On a quelqu'un qui est là, qui cherche avec nous, qui nous emmène dans un endroit, dans un autre. Donc, si moi je ne passe pas par ça, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai besoin de me tromper, j'ai besoin de chercher, j'ai besoin de faire n'importe quoi pour voir tout ce que ça n'est pas. Et petit à petit, on s'approche. Avec Robert Downey Jr., je rame, mais pendant un temps. Alors, je crois que c'est aussi comme ça, parce que je le connais, le bonhomme, évidemment, ça peut faire la blague. Mais quand on cherche cet équilibre très, très, très spécial entre son côté complètement détaché et le côté extrêmement intense et tendu qu'il a à l'intérieur, mais qui ne se voit pas, ça demande un nombre de prises, de temps. Évidemment que ça peut être synchrone, évidemment que ça peut être naturel, évidemment que ça peut avoir l'air de... Mais ça dépend avec qui on travaille, ça dépend quel temps on a et ça dépend du niveau d'exigence qu'on a. Si on a envie d'être à la hauteur de ce qu'on voit, c'est-à-dire des gens vraiment exceptionnels, bah on a envie de profiter de tout ça et quand on l'a, bah c'est un luxe. Voilà. On défend.
On peut applaudir, s'il vous plaît, Bernard Gabet, Alexandre Gillet, Daniel Witeka qui était avec nous sur cette scène. Merci. Du Paris Manga, merci beaucoup messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir ici sur cette scène. Je vous rappelle que nos comédiens sont en dédicace aussi toute la journée. Ludo pourra mieux me dire les horaires. 15h, c'est ça? 13h30, les dédicaces. N'hésitez surtout pas à leur faire un petit coucou. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à leur poser. Merci à tous.